Et si le front uni des Alliés cachait en vérité une lutte d'intérêts et une crise qui menace tout l'Occident? On entend partout que les États-Unis, Israël et leurs partenaires parlent et agissent d'une seule voix face à l'Iran ou à la Russie. Mais derrière les déclarations officielles, un fossé grandissant se creuse entre ces alliés. Prenons l'exemple le plus frappant. Face à l'Iran, Washington et Tel Aviv semblent coordonner leurs actions, mais poursuivent en réalité des objectifs très différents. Les Américains visent à limiter les capacités militaires de l'Iran, à éviter l'escalade régionale et à préserver la stabilité des marchés pétroliers, alors qu'Israël, lui, cherche à affaiblir durablement le régime iranien, n'hésitant pas à frapper ses élites politiques et militaires. Cette divergence n'est plus un simple détail technique. Elle s'affiche de plus en plus ouvertement, notamment lorsque Washington exige un contrôle préalable sur certaines opérations israéliennes touchant la logistique pétrolière iranienne. Mais ce n'est pas tout. Au sein même des États-Unis, l'administration est traversée par des tensions inédites. Des hauts responsables quittent leur poste. Des accusations circulent sur la véritable nature des intérêts défendus à Washington. Les débats déchirent la Maison-Blanche, et la ligne officielle semble de plus en plus difficile à tenir. Dans ce contexte, chaque allié européen hésite. Plusieurs capitales refusent de s'engager pleinement au Moyen-Orient, alors que la confiance au sein de l'OTAN s'effrite, et que la guerre en Ukraine passe au second plan dans les priorités occidentales. Même le président ukrainien se tourne vers des partenaires qui se trouvent en froid avec Washington. Pendant ce temps, l'Iran réagit d'une manière que peu d'analystes avaient anticipée, consolidant son pouvoir malgré les pressions et les éliminations ciblées de ses dirigeants. Résultat, la solidarité occidentale ressemble de plus en plus à une façade, derrière laquelle chaque pays protège ses propres intérêts, quitte à sacrifier la cohésion du bloc. Tout cela a des conséquences directes sur votre sécurité, votre portefeuille, la réputation internationale de l'Occident et la capacité de l'Europe à parler d'une seule voix. Ignorer ces fractures, c'est prendre le risque de ne plus rien comprendre aux véritables enjeux et de perdre, collectivement et individuellement, le contrôle sur l'avenir. Pour comprendre ce qui se joue vraiment, revenons d'abord sur les faits marquants qui bousculent la scène internationale. Derrière les réunions officielles et les grandes déclarations, quels sont les vrais motifs des puissances? Lorsque les caméras filment la poignée de main entre dirigeants américains, israéliens ou européens, on voudrait croire à une alliance soudée, unie face aux crises. Mais la réalité, elle, est bien plus complexe et parfois explosive. Prenons l'exemple frappant de l'opération conjointe menée contre l'Iran. Officiellement, Washington et Tel Aviv affichent une solidarité de fer, défense des alliés, lutte contre la menace iranienne, protection de l'ordre régional. Mais derrière cette façade, les ambitions divergent franchement. Pour les États-Unis, l'objectif reste pragmatique: affaiblir le potentiel militaire de l'Iran, sécuriser leurs bases et rassurer leurs partenaires dans la région, sans être entraînés dans une guerre ouverte ni provoquer une crise mondiale du pétrole qui ferait flamber les prix et l'inflation. Israël, en revanche, poursuit une stratégie bien plus radicale. Il s'agit non seulement de neutraliser les capacités militaires de Téhéran, mais aussi de transformer structurellement le régime iranien. Cela passe, selon certains analystes, par la liquidation ciblée de personnalités politiques, y compris celles qui auraient pu jouer un rôle dans de futurs processus diplomatiques. Pour Tel Aviv, éliminer des négociateurs modérés n'est pas un tabou. Toute négociation avec la direction actuelle de l'Iran est perçue comme inutile, voire dangereuse. Ici, on touche à un clivage fondamental. D'un côté, la recherche d'un résultat contrôlable et présentable aux opinions publiques, côté américain. De l'autre, une stratégie de bouleversement irréversible, côté israélien. Ce fossé stratégique est de moins en moins masqué. Les désaccords, autrefois confinés aux coulisses, s'expriment désormais publiquement. Faut-il viser uniquement des infrastructures militaires ou aller jusqu'à éliminer des hauts responsables? Jusqu'où accepter le risque d'une déstabilisation régionale avec des conséquences économiques mondiales, du marché pétrolier à l'inflation qui touche déjà les ménages européens et américains? Les débats internes à Washington sont révélateurs. Certains accusent l'administration de sacrifier les intérêts nationaux au profit d'un allié, d'autres s'inquiètent des tensions croissantes dans l'appareil d'État
illustrée par des démissions et des oppositions publiques sur la conduite de la stratégie iranienne. Mais cette complexité ne s'arrête pas au duo américano-israélien. L'Europe, souvent présentée comme le troisième pilier du front occidental, expose elle aussi ses lignes de fracture. Berlin, Paris et Londres affichent une prudence très nette. L'Allemagne refuse de participer directement à l'opération. La France et le Royaume-Uni réclament des consultations approfondies et expriment leur inquiétude, sans prendre d'engagement concret. Ce refus d'alignement crée un contraste saisissant avec la rhétorique de solidarité que l'Europe martèle dans d'autres crises, comme en Ukraine. Les tensions montent. Côté américain, la frustration est palpable. Des responsables n'hésitent plus à reprocher publiquement aux alliés européens leur manque d'engagement et à affirmer que les États-Unis n'ont pas besoin de leur appui dans la phase actuelle. Ces déclarations sèment l'agacement à Berlin ou Paris, mais témoignent surtout d'une désunion profonde. Pour beaucoup d'observateurs, cette passe d'armes laisse des traces durables. Elle affaiblit la confiance, nourrit la méfiance et mine la crédibilité du bloc occidental aux yeux du reste du monde, précisément à un moment où sa capacité à parler et agir d'une seule voix est scrutée de près. Et ce n'est pas seulement une question de posture ou de communication. Croire à une alliance monolithique, c'est risquer d'être pris au dépourvu. Car si chaque acteur poursuit désormais ses intérêts immédiats, le risque de rupture ou de débordement s'amplifie. Les impacts, qu'il s'agisse de la sécurité européenne, des prix à la pompe ou de la stabilité des marchés, touchent déjà le quotidien et pourraient s'aggraver si ces fractures s'élargissent. Mais la complexité ne s'arrête pas là. Au cœur même de chaque camp, les tensions montent. Et si l'ennemi de l'un n'était plus l'ami de l'autre? Cette question, qui aurait pu sembler absurde il y a quelques années, résume parfaitement le climat qui règne aujourd'hui entre les États-Unis, Israël, l'Europe et leurs alliés supposément unis. Derrière les grands discours sur la solidarité occidentale, les fractures s'élargissent et chaque crise les met un peu plus à nu. Commençons par Washington, où la façade de consensus commence sérieusement à se fissurer. Les changements de personnel au sein de l'administration américaine, les accusations concernant la défense d'intérêts étrangers plutôt que ceux du pays, et les débats houleux sur la finalité réelle des interventions extérieures alimentent la méfiance, y compris entre alliés traditionnels. La classe politique américaine n'est plus unanime sur la marche à suivre, et cette ambivalence se ressent dans toutes les décisions majeures, qu'il s'agisse de l'Ukraine, de l'Iran ou d'Israël. Prenons le cas des opérations militaires israéliennes. Alors que leur objectif affiché était d'affaiblir le régime iranien et ses réseaux régionaux, un effet pervers inattendu s'est produit. La société iranienne, pourtant travaillée par des tensions internes, s'est retrouvée rassemblée autour du pouvoir en place. Pour beaucoup d'Iraniens, la menace extérieure permet au régime de renforcer sa légitimité et de faire taire, au moins temporairement, les voix dissidentes. Ironiquement, la stratégie israélienne, censée isoler Téhéran, contribue donc à renforcer la cohésion de son adversaire. Du côté européen, la situation est tout aussi révélatrice. Berlin, Paris, Londres, malgré les déclarations officielles sur l'importance de la solidarité, aucune de ces grandes capitales ne veut s'engager pleinement dans un conflit au Moyen-Orient. Les dirigeants allemands insistent sur la retenue. La France et la Grande-Bretagne multiplient les consultations, affichent leur inquiétude, mais ne prennent aucune mesure concrète. Ce contraste flagrant entre la rhétorique commune et la réalité des actes irrite Washington, qui n'hésite plus à dire tout haut ce qu'il pensait tout bas. Les partenaires européens ne veulent pas partager les risques, alors pourquoi devraient-ils bénéficier des avantages d'un partenariat stratégique? Certains responsables américains vont même jusqu'à affirmer que les États-Unis n'ont plus besoin d'aide dans cette phase des opérations, une déclaration reçue avec froideur et un certain agacement à Berlin, Paris et Londres. Ce climat de tension se reflète aussi au sein de l'OTAN. Loin d'être un bloc homogène, l'Alliance atlantique ressemble de plus en plus à une mosaïque d'accords bilatéraux, chaque pays avançant à son propre rythme avec un degré d'engagement variable. Les accusations de manque de solidarité fusent. La remise en cause du partenariat occupe désormais la place publique. Et les analystes s'accordent pour dire que cette cacophonie nuit gravement à la réputation du bloc occidental, surtout à un moment
où le reste du monde observe attentivement sa capacité à faire front. La gestion du dossier cubain est également symptomatique de ces ambiguïtés. Récemment, un haut responsable américain a démenti avec fermeté les rumeurs d'une possible intervention de Washington contre Cuba, qualifiant ces spéculations de pures inventions. Pourtant, quelques jours plus tôt, le président américain n'hésitait pas à pointer du doigt l'île comme prochaine cible potentielle, affirmant que les États-Unis pouvaient y faire ce qu'ils voulaient. Face à ces signaux contradictoires, la réaction cubaine ne s'est pas fait attendre. Pour la Havane, peu importe la forme officielle, tout message ambigu est perçu comme une menace réelle. Cette stratégie d'ambiguïté délibérée permet à Washington d'accroître la pression sans s'engager formellement, mais elle sème la confusion, même chez ses propres alliés, qui peinent à décrypter la ligne directrice. Alors que les États-Unis jonglent avec plusieurs crises à la fois, Vladimir Zelensky, lui, multiplie les déplacements en Europe de l'Ouest. Lors de son dernier tour diplomatique, il a rendu visite non seulement à Londres, Paris et Madrid, mais aussi à des dirigeants dont les relations avec Washington se sont récemment tendues. Emmanuel Macron, critiqué publiquement par la Maison-Blanche, le Premier ministre britannique Keir Starmer, en froid avec les Américains, et Pedro Sánchez, en désaccord sur de nombreux dossiers. Ces rencontres n'ont rien d'anodin. Elles illustrent la volonté de Kiev de bâtir une nouvelle géométrie politique où l'Ukraine ne dépend plus uniquement du bon vouloir américain. En offrant à ses homologues européens un tableau de bord en temps réel du champ de bataille, Zelensky cherche à rappeler que la guerre continue, même si le projecteur médiatique s'est déplacé vers l'Iran et le Moyen-Orient. Pour l'Ukraine, le défi est double. Maintenir l'attention de ses alliés tout en évitant de devenir la victime collatérale du recentrage stratégique américain. L'enjeu est d'autant plus fort que la distribution des systèmes de défense, l'attribution des financements et le rythme des soutiens politiques sont maintenant dictés par la rivalité entre plusieurs crises majeures. L'Ukraine n'est plus le dossier prioritaire de l'agenda occidental, une réalité qui fragilise sa position face à la Russie. Ces tensions exposent aussi les dissensions internes à l'Europe. Certains dirigeants, comme Viktor Orban, n'hésitent plus à remettre en cause publiquement la ligne officielle de l'Alliance, soulignant que la politique d'élargissement de l'OTAN et l'intégration accélérée de l'Ukraine n'ont fait qu'aggraver la situation. Pour Orban, ignorer les avertissements russes relevait de l'aveuglement stratégique, une critique qui hérisse Bruxelles, mais trouve de plus en plus d'écho parmi les opinions publiques lassées des sacrifices imposés par la solidarité automatique. L'enjeu est lourd. Si ces fractures continuent de s'élargir, l'Occident risque de perdre son pouvoir de dissuasion, sa crédibilité internationale et sa capacité à fixer les règles du jeu mondial. À la clé, une perte d'influence durable, l'émergence de nouveaux axes de pouvoir et une fragilisation de la sécurité et de l'économie européenne. Et justement, ces tensions ne restent pas cantonnées aux coulisses diplomatiques. Elles se traduisent déjà sur le terrain, influençant le déroulement des guerres en Ukraine, au Moyen-Orient, et la capacité réelle de chaque acteur à tenir sur la durée. Si plus personne ne tire dans le même sens, jusqu'où la situation peut-elle se détériorer? Regardons concrètement ce que ce morcellement de la solidarité occidentale entraîne déjà, et ce qu'il nous réserve pour l'avenir. D'abord, la guerre en Ukraine illustre parfaitement cette dynamique de fragmentation. Alors que le conflit s'enlise, on assiste à une escalade spectaculaire de la violence, notamment avec la multiplication des attaques de drones des deux côtés. Rien que sur les dernières semaines, la Russie a affirmé avoir neutralisé près d'une centaine de drones ukrainiens en une seule nuit, tandis que l'Ukraine, elle, rapporte des frappes massives russes utilisant plus de 140 drones, dont la plupart auraient été abattus. Ce chiffre, même s'il mérite d'être pris avec prudence, montre bien qu'on a quitté le stade de l'exceptionnel pour entrer dans une logique de frappe continue, à haute intensité. Ce qui est frappant, c'est que ces attaques dépassent désormais le simple front. On a vu des drones toucher non seulement des cibles militaires, mais aussi des quartiers résidentiels, des hôpitaux, des réseaux électriques, voire des bâtiments administratifs. À Krasnodar, en Russie, des drones ont déclenché des incendies dans des immeubles d'habitation. En Ukraine, des régions frontalières comme la Sumy ou la Volhynie, à seulement quelques kilomètres de la frontière polonaise, donc de l'Union européenne,
ont vu leur infrastructure énergétique détruite, plongeant des dizaines de milliers de personnes dans le noir et perturbant le chauffage, l'eau courante, les services de base. Le théâtre des opérations s'élargit, et avec lui, la frontière entre ce qui était jadis zone de guerre et zone de sécurité devient de plus en plus floue. Désormais, la guerre frappe à la porte de l'UE, ce qui inquiète directement les décideurs à Bruxelles et ailleurs. Pour les populations civiles, la pression s'accentue. Les bombardements répétés sur les infrastructures vitales provoquent un climat d'insécurité permanent, des coupures d'électricité, des difficultés à se chauffer ou à s'approvisionner en eau. La vie quotidienne est rythmée par les alertes, les évacuations, la crainte constante d'une nouvelle attaque. Cette usure psychologique s'ajoute à la pression économique. Réparation, installation de générateurs d'urgence, dépenses militaires, tout cela pèse lourd sur des États déjà fragilisés par l'inflation et la volatilité des prix de l'énergie. Mais ce n'est pas tout. La crise en Ukraine est de moins en moins au centre de l'attention internationale. Depuis que le conflit au Proche-Orient a éclaté, les regards, et surtout les ressources, se tournent vers Israël, l'Iran et leurs voisins. Le soutien politique, mais aussi militaire et financier, se réoriente, parfois au détriment de Kyiv. On le constate, par exemple, avec les blocages de plus en plus fréquents des aides européennes à l'Ukraine. Certaines lois vitales pour obtenir ces crédits traînent au Parlement ukrainien, alors que la dépendance au FMI s'accentue. En parallèle, la solidarité occidentale se fissure. Certains pays européens conditionnent désormais leur aide à des contreparties et des propositions inédites circulent, comme celle de troquer une protection accrue du détroit d'Ormuz contre le maintien de l'appui à l'Ukraine. C'est du jamais vu. Ce jeu de poker rend les alliances plus fragiles, plus transactionnelles. Quand chaque pays commence à défendre avant tout ses propres intérêts immédiats, la capacité à réagir collectivement aux crises est gravement compromise. Le risque ? Que l'Occident se retrouve impuissant, chaque État isolé face à des pressions extérieures, incapable de peser sur les grands dossiers mondiaux. Cette désunion menace non seulement la sécurité régionale, mais aussi la stabilité économique. Hausse des coûts de l'énergie, inflation difficile à maîtriser, accès incertain à certaines matières premières. Sans parler de la réputation, à force de reculer ou de tergiverser, l'Occident perd en crédibilité et d'autres puissances, Russie, Chine, Iran, en profitent pour s'imposer comme alternative, voire comme arbitre des nouveaux équilibres. Ce climat de recomposition accélérée force l'Europe à revoir ses priorités. Alors que la guerre arrive désormais à ses portes, que les ressources s'épuisent et que les partenaires se font moins fiables, la question n'est plus seulement comment aider, mais comment survivre économiquement et stratégiquement dans un monde où l'on ne peut plus compter sur le front uni d'hier. Face à ces risques très concrets, perte d'influence, insécurité, fragilité économique, une question se pose pour la suite. Quelles leçons peut-on tirer, non seulement pour les dirigeants, mais aussi pour chacun d'entre nous, citoyens directement concernés par ces bouleversements? Quand l'ordre mondial se fissure, qui saura s'adapter à temps? Ce que nous montrent les crises actuelles, de l'Ukraine au Moyen-Orient, c'est que la façade de l'unité occidentale ne suffit plus. Pour l'Europe, et pour chacun d'entre nous, il est essentiel de tirer les bonnes leçons avant que la réalité ne s'impose brutalement. D'abord, il faut comprendre que la dépendance à une solidarité automatique des États-Unis ou d'alliés traditionnels est désormais risquée. L'exemple des débats internes en Allemagne sur le statut des réfugiés ukrainiens ou le blocage par la Hongrie de l'aide à Kyiv prouve que les intérêts nationaux reprennent l'avantage sur le front commun. Même sur des sujets vitaux comme l'énergie, la défense ou la sécurité des frontières, les compromis deviennent douloureux, laborieux et parfois impossibles à obtenir à temps. L'Europe ne peut plus se permettre l'attentisme. Elle doit diversifier ses alliances, renforcer ses propres capacités stratégiques et prendre l'initiative, plutôt que de subir les agendas d'autres puissances. Regardez la guerre en Ukraine. Les attaques touchent désormais des zones proches des frontières européennes, comme à Novovolinsk, à quelques kilomètres seulement de la Pologne. Des infrastructures civiles vitales sont régulièrement visées. Plus de 30 000 foyers privés d'électricité, des hôpitaux et des réseaux d'eau endommagés. La ligne de front ne protège plus personne.
le conflit déborde, et l'Europe doit cesser de s'imaginer à l'abri derrière un rideau de solidarité transatlantique. Il est temps de renforcer la résilience de notre propre territoire, de repenser la sécurité énergétique, la protection civile et la capacité de réponse rapide à des crises qui, désormais, nous concernent directement. Ensuite, il faut ouvrir les yeux sur la cacophonie politique et médiatique qui s'installe. Qu'on parle du débat allemand sur la prise en charge des hommes ukrainiens en âge de combattre, ou de la lenteur du Parlement ukrainien à adopter des lois nécessaires à l'aide du FMI, la désunion se voit, se commente et affaiblit le message de l'Occident. Dans ce brouhaha, la désinformation, amplifiée par des frappes qui visent délibérément à saper la confiance dans les institutions ou à créer des tensions internes, devient une arme stratégique. Ceux qui contrôlent le récit public et la perception des événements s'assurent un avantage, bien au-delà du champ de bataille. Pour le public averti, cela signifie qu'il faut se préparer à des bouleversements rapides dans la répartition des ressources, dans la hiérarchie des priorités politiques et dans la stabilité de notre environnement. Prix de l'énergie, inflation, accès aux matières premières. Tout peut basculer du jour au lendemain à cause d'un incident à la frontière, d'une nouvelle attaque sur une infrastructure critique ou d'un désaccord entre partenaires. Les tensions internes, les débats publics sur la mobilisation ou le retour des réfugiés révèlent déjà un climat sous pression, où chaque État tente de protéger ses propres intérêts avant ceux du collectif. Si l'Europe et ses citoyens ne tirent pas dès maintenant les bons enseignements, ils risquent de devenir spectateurs impuissants d'un monde qui se recompose sans eux. Miser sur l'automatisme des alliances, ignorer les signaux faibles, sous-estimer l'impact des fractures internes, c'est s'exposer à perdre, à terme, influence, stabilité et prospérité. Dès lors, il devient crucial d'adapter nos stratégies, de développer nos propres outils, de renforcer notre unité, sans attendre que les autres nous y contraignent ou que la crise nous submerge. Ne pas prendre ce virage, c'est risquer de subir plus que de choisir notre avenir. Alors, comment agir concrètement dans ce nouvel environnement? Quand l'illusion de l'unité se dissipe, seuls les vigilants gardent l'initiative. Face à la multiplication des crises, il devient de plus en plus difficile de croire à la solidité d'un front occidental uni. Les tensions entre alliés sont partout. Disputes sur l'aide à l'Ukraine, divergences stratégiques au Moyen-Orient et calculs nationaux qui prennent le pas sur la solidarité affichée. En surface, la rhétorique officielle martèle l'idée de l'unité, mais, dans les faits, chaque acteur tente de défendre ses propres intérêts, parfois au détriment du collectif. Le cas de l'Ukraine est révélateur. Malgré les grands discours, les aides financières sont retardées, les législations bloquées, et les débats publics se multiplient sur l'accueil des réfugiés ou l'ampleur du soutien militaire. Berlin s'interroge ouvertement sur la générosité de son aide sociale, Varsovie mise sur la fermeté, Bruxelles piétine sur les financements, et tout cela se répercute à Kiev, qui doit jongler entre dépendance et impatience. Dans le même temps, la guerre au Moyen-Orient met en lumière d'autres fractures. Les États-Unis et Israël, alliés de longue date, affichent des désaccords de plus en plus visibles sur la conduite des opérations, la stratégie face à l'Iran ou la gestion des conséquences régionales. L'Europe, quant à elle, peine à se positionner clairement, tiraillée entre intérêts énergétiques, opinion publique et nécessité de préserver ses relations avec Washington. Même les mécanismes d'alliance, naguère considérés comme immuables, sont remis en question. La proposition du président finlandais d'échanger l'engagement européen dans la sécurité du détroit d'Ormuz contre le maintien du soutien américain à l'Ukraine en dit long sur l'état d'esprit actuel. On assiste à une véritable fragmentation des solidarités, où l'on n'hésite plus à monnayer son engagement dans une région contre un appui ailleurs. Ce que tout cela révèle, ce n'est pas une simple crise passagère ou des frictions inévitables dans toute alliance. C'est la manifestation d'une recomposition profonde de l'ordre mondial. La solidarité occidentale, conçue comme garantie de stabilité, n'est plus un acquis. Elle vacille, fragilisée par des priorités divergentes, des intérêts économiques concurrents et la montée de nouvelles puissances qui profitent de ces brèches. Les choix, ou les non-choix, des gouvernements occidentaux ont des répercussions immédiates sur la sécurité de l'Europe, sa capacité d'influence,
mais aussi sur le quotidien de ses citoyens. Hausse des prix de l'énergie, inflation persistante, incertitude sur les marchés et sentiment d'impuissance face à des enjeux globaux. Rester passif, c'est prendre le risque de voir d'autres décider à notre place. Qu'il s'agisse de Washington, de Moscou, de Pékin ou de Téhéran, les acteurs qui sauront lire ces évolutions et s'y adapter garderont l'avantage. Les chocs stratégiques de demain, rupture d'approvisionnement, crise financière, marginalisation diplomatique, toucheront en premier ceux qui auront cru que tout pouvait continuer comme avant. L'histoire regorge d'enseignements. Les alliances qui négligent l'évolution de leurs intérêts internes finissent toujours par se fissurer, souvent au plus mauvais moment. Mais il ne s'agit pas de céder à la résignation ou au fatalisme. Au contraire, comprendre la nature de ces fractures, c'est ouvrir la possibilité d'agir, d'anticiper et de repenser nos modes d'action collective. L'Europe, par exemple, peut soit subir cette recomposition, soit y puiser l'énergie pour renforcer sa cohésion, réinventer ses partenariats et mieux défendre ses intérêts, non pas contre les autres, mais pour une place crédible dans un monde en mutation. Cela demande lucidité, courage politique et capacité à dépasser les réflexes nationaux. En définitive, chaque citoyen, chaque décideur, peut choisir. Regarder la façade se fissurer en espérant que tout tienne encore un peu, ou bien s'engager activement dans la refonte du projet commun. Car l'avenir, loin d'être écrit, appartient à ceux qui osent le façonner, sans se laisser aveugler par les mirages de l'unité passée. Et c'est précisément dans ces moments de bascule que la vigilance, l'analyse et l'action collective prennent tout leur sens. Alors, restons attentifs, posons les bonnes questions et n'acceptons plus l'évidence comme une fatalité. C'est maintenant, plus que jamais, que chaque choix compte.